Donc, bienvenue à tous, bienvenue les amis sur ce webinaire-là. On va parler de comment réussir son aventure étudiante en France. Et ce webinaire-là, j'aimerais juste, avant qu'on ne commence, remercier tous les partenaires. Donc, on a l'Association des étudiants guinéens de Nantes. On a aussi Dis-moi Care, qui est en fait une association de prévention en santé mentale. Et on a enfin We Thrive Together, qui est une initiative en fait d'étudiants qui accompagnent euh, nos frères pour pouvoir s'orienter. Et en fait, le but de ce webinaire-là, comme vous avez pu le lire sur les différents supports de communication, c'est vraiment de partager différents retours d'expérience pour pouvoir vraiment comprendre comment on fait pour réussir sa vie étudiante en France quand on vient d'un pays en fait qui n'a pas le même système éducatif que la France. Donc vraiment, on va partager tout ça ensemble. Je me présente, je suis Florian. Je vais laisser les autres intervenants se présenter tout à l'heure. Il faudrait juste savoir à propos de l'atelier qui va se dérouler en deux parties. Donc une partie où on va vraiment, comme vous le voyez à l'écran, comprendre concrètement comment on s'adapte à la vie d'étudiant en France. Donc, on va partager tout ce qui va être démarche administrative, bon plan. On va aussi parler de santé mentale. Et en second lieu, on va parler vraiment de tout ce qui va avoir trait à l'orientation, donc master, etc., etc. Et enfin, il y aura une partie questions-réponses. Je vais juste accepter la personne qui vient de s'ajouter. Dites-moi si vous voyez toujours mon écran. Hop. Oui. OK, super. Hop. Donc, voilà comment ça va se passer. Je vais laisser la parole à mon collaborateur qui va continuer et parler de comment s'adapter à la vie d'étudiant en France. Ok. Let's go. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci de donner de l'importance à cet échange, à ce webinaire. Et je pense Merci que à toi. c'est une première et je pense qu'il faut aussi continuer là-dessus. Mm, J'exhorte les organisateurs tous les 3 mois et 4 mois de faire des piqûres de rappel sur ces genres d'initiatives parce qu'on n'a mm, pas tout le temps de se voir en présentiel. Mais 4 mois, 3 mois comme ça, c'est voir, faire des trucs, ça peut être vraiment intéressant et ça ouais, donne une sorte de suivi régulier quoi, par rapport à nos échanges. c'est Et ça l'idée. peut être aussi impactant. Et moi, j'incite réellement les étudiants et beaucoup d'autres à s'y s'inscrire dans cette démarche, quoi. Parce que quand on entend étudiant, c'est la réflexion, c'est l'analyse et c'est la projection, quoi. Mm, Et quand on reste dans son train-train quotidien, c'est un peu difficile. Ça, c'est entre parenthèses un guillemet pour des passages, quoi. Alors, mm. moi, je suis Marega Bakari. Excusez-moi, ma voix est cassée parce que je suis allumé, c'est pour ça que je n'ai pas mis la caméra. Je vais T'inquiète juste pas. mettre la caméra au départ pour que les gens me voient. Après, je vais continuer directement. OK. Alors, voilà. J'ai ma voix et un peu le visage un peu cassé et tout. Je suis Marega Bakari, je suis entrepreneur, responsable d'exploitation d'une boîte de sécurité qui s'appelle BDM Sécurité. Je me suis connecté sur le compte pour que vous puissiez voir. Et donc, vous pouvez faire un tour aussi sur nos sites Internet, donner vos suggestions, vos remarques. Et nous sommes aussi dans des bonnes mains. Il y a des designers ici, il y a des compétences ici qui peuvent nous être utiles aussi, quoi. Par ailleurs aussi, je suis militant associatif. Qui dit militant associatif attrait un peu à mon parcours. Je suis arrivé en France en 2006 en tant qu'étudiant. Jour pour jour, ça va faire aujourd'hui 20 ans que je suis en France. Et voilà, j'ai fait pas mal de structures associatives. J'ai été membre fondateur de l'association des étudiants guinéens de Nantes en 2009. Aujourd'hui, je suis impliqué dans l'association Réseau Atlantique Social et Solidaire, dont je suis membre fondateur aussi, qu'on a créé, et qui a pour objectif d'accompagner les jeunes primo-migrants arrivant à Nantes. On les oriente, on les conseille et surtout, on les aide à trouver des formations. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et on fait de la distribution alimentaire à côté pour des familles des étudiants. Et je suis aussi élu dans une association française qui s'appelle les Francas.
Les Francas, c'est une association d'éducation populaire qui voilà, réfléchit sur tout ce qui est aspect temps d'éducation de l'enfant après l'école. Donc, on a l'éducation formelle, qui est l'école, et il y a l'éducation informelle, que nous, qu'ils appellent ici en France, tout ce qui est périscolaire, centre de loisirs et autres, qu'on n'a pas beaucoup développé chez nous, mais qui est assez développé ici. Comment réfléchir au temps de l'enfant? Et on est membre, on a ratifié aussi la Convention des droits de l'enfant. Donc, tout ce qui est jeunesse-enfance, c'est des créneaux dont l'association là s'occupe. Moi, je suis adhérent depuis 14 ans, mais c'est une association qui existe depuis 1947. Voilà pour la petite présentation. Alors, est-ce que les autres se présentent ou on enchaîne directement? Ouais, moi, je propose que tu enchaînes directement. Comme ça, au fur et à mesure, on va se présenter. OK. Bon, on va enchaîner directement. Et comme vous le savez, la thématique, la lourde charge que Florian m'a donnée pour parler de la thématique, je ne suis pas expert là-dedans. Je pense que chacun de nous qui est présent ici a eu des expériences dans tout ce qui est déclaration de revenus, assurance maladie, tout ce qui est démarche administrative en France. Je vais juste m'appuyer sur des choses concrètes et puis vraiment succinct pour passer quoi. Après, je pense que dans l'échange, on pourra se donner des idées. Oui, Alors, clairement. comme vous le savez, l'objectif de ce webinaire, c'est quelles sont les démarches prioritaires en France et comment éviter les erreurs les plus fréquentes. C'est l'une des objectifs qu'on s'était fixé. Comment sécuriser votre parcours, surtout comment devenir autonome administrativement. Alors, moi, je m'appuierai sur 3 règles au départ. Les 3 règles qu'il faut absolument respecter pour des primo-arrivants ou sur des gens qui sont déjà là. Toujours anticiper. Quand on est en France, il faut toujours anticiper. Ne pas fonctionner dans l'urgence. À chaque fois, toujours anticiper, toujours prendre un temps assez, c'est-à-dire une longueur d'avance sur ces démarches administratives. Alors ça, c'est la première règle qui est très, très importante. La deuxième règle, chaque fois que vous faites des démarches administratives, toujours garder une copie de vos documents. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a des drivers maintenant, des clouds auxquels, soit gratuits ou payants, mais gratuits pour la plupart des étudiants qui le connaissent, qui font l'informatique. On peut créer chaque fois, même si on ne connaît pas, mais créer chaque fois des dossiers avec vos ordinateurs, mettre dans chaque dossier des copies de vos documents. Ça, c'est extrêmement important comme deuxième règle. La troisième règle, c'est toujours créer des comptes en ligne. Et ça, comme vous le savez, la France aujourd'hui est à une phase, on est dans une phase en France aujourd'hui au XXIe siècle, bon, depuis plus de 10 ans, 10 ans maintenant, une phase de dématérialisation des démarches administratives. Donc, les démarches administratives se dématérialisent de plus en plus. Donc, avant, nous, quand on arrivait, c'était la coopération en 2006. Toutes les démarches, on les faisait, on se déplaçait physiquement pour aller et tout. Aujourd'hui, même les titres de séjour ou la validation des titres comme des visas ou le renouvellement des titres de séjour, tout se fait en ligne maintenant. Donc, c'est vraiment être, même si je sais qu'il y en a qui disent que je fais du social, je fais des sciences littéraires et tout, je ne suis pas trop apte avec l'outil informatique, mais vraiment se familiariser avec cet outil-là parce que ça vient de plus en plus. Donc, tout ce qui est impôt, CAF, Amélie, pour les gens qui connaissent, c'est l'assurance maladie. Alors, vous parlez de l'assurance maladie, évidemment. L'assurance maladie pour la France, c'est une priorité. La santé, et vous devez vous inscrire à la CPM, la Caisse primaire assurance maladie, qu'on a en abrégé à la CPM pour obtenir des numéros de sécurité sociale. Ensuite, demandez votre carte vitale dans la foulée. Ce sont des démarches qui se font dans les premiers, deuxième, troisième, c'est-à-dire les 3 premiers mois de votre arrivée en France. Je recommande également, voilà, de toute façon, la mutuelle pour la plupart des gens qui sont déjà inscrits ou qui vont venir, c'est une obligation maintenant. Ça se fait dès l'inscription, quoi. Sans couverture maladie, le moindre problème peut devenir très, très coûteux pour vous en France. Pour la petite histoire,
dans le groupe où on a créé distribution alimentaire pour les étudiants, panier gratuit tous les mois. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, on a perdu un étudiant guinéen qui venait d'arriver pour ses études à Pau. Et voilà, il était en train de faire du sport pendant les vacances du mois de décembre là. Il est tombé et anévrisme cérébral. Donc, il a été transporté et par la suite, son pronostic vital était engagé et il est décédé. Donc, la première des choses, c'est l'assurance maladie. En fait, si tu dis, si vous voulez étudier, partir, apprendre mes cours, faire tout ce que vous voulez, c'est toujours lié à la santé. Rien ne va sans la santé, quoi. C'est pour ça que ce premier point est extrêmement important pour nous. Vous ne blaguez pas avec votre santé quand vous arrivez. Voilà, votre mutuelle, votre carte vitale et allez aussi souscrire à un médecin traitant. De surcroît, un médecin traitant qui est soit à côté de la fac ou à côté de votre lieu de domiciliation. C'est extrêmement important d'avoir un médecin traitant. C'est ce médecin traitant qui fait le lien avec toutes vos démarches administratives à Nantes, les examens, tout ce que vous faites. Donc, moindre petit, quand vous allez dans les laboratoires, par exemple, pour faire des prises de sang, moindre petit incident, c'est ces médecins-là qui interpellent directement l'hôpital, l'urgence et tout. Donc, souvent, quand vous arrivez, même souvent, on a l'habitude d'aller, on dit urgence, urgence. Ici, les gens qui vont aux urgences, c'est vraiment des cas extrêmes, quoi. Mais si tu as une petite blessure ou un truc comme ça, bénin, aux urgences, tu peux passer toute la nuit déjà, on ne te regarde pas parce qu'ils traitent au cas par cas en fonction de la gravité de la situation, quoi. Donc, souscrivez absolument à un médecin traitant à côté de la fac ou à côté de votre domicile. Alors, deuxième point qui est extrêmement important, c'est le compte bancaire. Alors, le compte bancaire, comme on le dit, sans compte bancaire en France, on est bloqué. Impossible de recevoir la CAF, impossible de recevoir, si vous faites des petits jobs étudiants ou autres, c'est impossible. Et impossible également j'allais dans toutes vos démarches administratives, on va vous demander vos RIB, un truc comme ça, même si on a des remboursements à faire, que ce soit la CPM, tout. Souvent, la CPM, même, ils vous demandent à l'inscription, ils vous demandent vos RIB, si on doit vous rembourser. Parce que quand vous allez voir un médecin non conventionné, quand vous voyez des médecins conventionnés, vous ne payez pas. Souvent, quand vous rencontrez des médecins spécialistes, vous avancez les frais et puis la CPM peut vous rembourser. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, en termes de démarches administratives, on va parler des CAF. Alors, les 3 éléments, ça c'est important. Beaucoup d'étudiants perdent de l'argent par manque d'information. Et ça, c'est extrêmement dommage. Dès que vous signez votre bail, faites immédiatement la demande d'aide au logement. Souvent, maintenant, là, voilà, ça s'écorce un peu parce que force est de constater que la France aujourd'hui traverse une crise économique. J'entends par-ci, par-là, ce n'est pas encore vérifié que dans des mois ou jours à venir, la France compte couper, comme on appelle, l'aide aux allocations familiales. Et cette aide-là, c'est une aide encore crucial dans la vie d'un étudiant parce que ce sont des aides qui vont autour de 100 jusqu'à 200 jusqu'à 300 euros en fonction de votre statut, si vous êtes boursier ou si vous êtes étudiant salarié ou autre. Tu vois. Donc, la CAF, ne perdez pas le temps. Dès que vous signez votre bail seulement, et à chaque fois que vous allez pour un logement également, demandez si vous avez la possibilité de demander des CAF, la CAF, parce que c'est extrêmement important. Souvent, on vous dit non, vous ne pouvez pas demander par-ci, par-là. Il ne faut jamais rentrer dans des combines parce que souvent, par expérience, beaucoup de jeunes qui arrivent ici par la voie de l'immigration subissent ça. Il y a des gens, des particuliers qui les amadouent, qui les disent que j'ai une chambre chez moi, tu peux venir, par contre, tu ne peux pas demander la CAF. On les récupère beaucoup d'argent. Et je sais quand même qu'il y a beaucoup d'étudiants parmi vous aussi qui sont dans ces cas-là. Il faut éviter Après, ça peut être une solution d'urgence vite fait pour 1 ou 2 mois, mais il ne faut pas vous enliser dans cette solution-là. Cherchez toujours, parce que la CAF, c'est un droit pour les étudiants. C'est un manque à gagner, c'est beaucoup d'argent qui pourra vous économiser de l'argent.
Chaque fois, si vous n'avez pas de solution, vous avez des solutions d'urgence, on vous dit non, vous pouvez rester, mais vous payez 300, 400 balles, mais vous n'avez pas le droit de demander. En urgence, pour 1 mois, 2 mois, ça passe. Mais une fois que ça dépasse ça, il ne faut pas rester dans cette situation parce qu'après, ça peut creuser vite fait dans votre finance à la longue, quoi. Donc, il vaut mieux en sortir très rapidement et prioriser beaucoup comme on appelle les logements dont je ferai référence à la suite de mon intervention. Donc, la CAF, c'est extrêmement important. Il ne faut pas rigoler avec, quoi. Alors, je disais assurance maladie, on a parlé d'assurance maladie, on a parlé de la banque, on a parlé de la CAF, et puis troisièmement, les impôts. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'en France, même si vous êtes étudiant, même si vous ne gagnez rien, vous devez déclarer quelque chose. Pourquoi? Parce que pour les gens qui ont des logements maintenant, en fait, ça vous permet de savoir que vous n'avez rien gagné pour pouvoir calculer vos aides. Donc, la déclaration d'impôt, c'est une obligation en France, même si tu ne gagnes rien. Même si on sait aujourd'hui que les étudiants ne sont pas imposables, mais déclarer ses revenus pour dire que j'ai fait tant, j'ai pas travaillé, j'ai fait tant, c'est extrêmement important parce que ça vous aide à recalculer vos droits, non seulement à la CPAM pour que vous ayez une couverture totale, et aussi à la CAF pour on puisse calculer vos aides, vos droits par rapport à ça. Ça, c'est extrêmement important. C'est des choses qu'il ne faut pas blaguer. Alors, on peut également vous demander aussi, lors de votre renouvellement de titre de séjour à la préfecture, votre déclaration de revenus. Donc, si vous juste allez sur impôt.gouv, vous déclarez, vous avez tout ça, vous pouvez télécharger votre déclaration et vous le gardez. À chaque fois qu'on vous demande, vous déposez. Et troisièmement, vous avez un logement, vous avez tout ça, vous êtes passé par tout ça. L'assurance habitation est une obligation aussi en France. Obligation, c'est un impératif parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, vous pouvez avoir une situation d'incendie, d'autres et tout. Et si vous n'êtes pas assuré, c'est extrêmement grave pour vous, parce qu'on ne peut pas vous rembourser, on ne peut pas savoir le montant que vous avez perdu, quoi. Donc, une assurance habitation, c'est extrêmement important. Peu importe la résidence où vous êtes, souscrivez à une assurance habitation. En cas d'incendie ou autre, on sait quand même que l'assurance pourra vous dédommager, quoi. Alors, si vous êtes étudiant international, soyez extrêmement vigilant. Vous devez valider aussi votre visa, comme vous le faites. Pour la plupart des gens qui sont là, ils ont déjà fait le renouvellement, les démarches. Et après, il y a des associations ici qui vous aident par rapport à ça. Et c'est dans les 2 ou 3 mois qu'il faut valider directement son visa, comme on l'a dit. Les erreurs fréquentes, les erreurs qu'il faut vraiment éviter, n'est pas, en fait, souvent, on n'est pas trop email. Parce que quand on vient de l'Afrique, pour la plupart, parce que c'est ce que je connais, on n'est pas trop échange email. Les échanges email, c'est quelque chose de très, très important. Il faut vous habituer, même si vous interpellez un administrateur en France ici par rapport à une situation, soit la CAF, l'assurance maladie, votre mutuelle et tout, il faut toujours envoyer un email parce que l'email, ça laisse toujours une traçabilité. C'est ce qui peut vous couvrir un jour. Si vous avez des droits à demander, ne passez pas seulement de façon orale ou allez directement à la CAF, expliquer avec la conseillère, elle va vous expliquer ce qu'il faut. Non. Souvent, vous pouvez faire ça, mais en retour, vous envoyez toujours un email pour laisser une traçabilité. Parce que l'email, c'est que ça laisse des consignes. Ça, un jour, si on vous reproche que vous êtes en retard, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait, vous avez la possibilité d'imprimer ces emails-là qui vont faire valoir, qui peuvent faire valoir de preuves par rapport à votre démarche administrative. Donc ça, il faut vous y habituer par rapport à ça. C'est extrêmement important. En termes d'organisation, donc, comme j'ai dit, créez toujours un dossier pour vous organiser sur votre ordinateur et puis en mettant soit l'identité, logement, santé, études, impôts. Chaque dossier, vous mettez des documents qui vont avec. C'est un document qui pourra vous permettre vraiment de vous situer et de vous organiser. Donc, pour faire une petite conclusion de tout ce qu'on vient de dire, l'étudiant organisé
réussir mieux en France. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous êtes mieux organisé, vous réussissez très, très bien. Alors, l'administration française n'est pas un obstacle. Souvent, on dit que c'est lourd, c'est incomplété. Il faut le prendre comme un levier. Donc, c'est des systèmes, en fait, ils sont en avance parce que quand on regarde comment ils fonctionnent, comment ça fonctionne ici, comment ça fonctionne chez nous, c'est pas pareil. Parfois, chez nous, c'est par connaissance, par appui, par affinité. Je connais quelqu'un, ça peut aller vite. Ici, c'est la neutralité, quoi. C'est la neutralité, ça peut être lourd, mais quand tu le fais, tu es vraiment tranquille, quoi. Donc, plus vite vous allez faire vos choses de façon dans le temps, dans le timing, dans le temps imparti, mieux c'est, quoi. Donc, voilà en gros pour la première partie. La deuxième partie, c'est par rapport aux finances, comme on l'indique. Alors, Florent, tu peux me dire si je suis dans le timing, hein, parce que Oui, pour ne oui, pas qu'on... non, là, ça va, en vrai. Si tu peux juste un peu accélérer, ce serait pas mal, mais pour l'instant, on est dans les temps. OK, bon, je vais accélérer. Alors, la vie pratique et les bons plans. Donc, on a aussi le logement, la colocation, bibliothèque et tout. Comme on parle de vie pratique, c'est extrêmement important comme on avait dit au prime abord, après toutes ces démarches administratives, il faut s'attaquer maintenant à ce qu'on appelle le bon plan, que ce soit économique, que ce soit en termes de logement. Alors, le logement, pour la maîtrise des gros budgets, sachez qu'aujourd'hui, le loyer peut varier entre 150 et 400 euros, voire 450 euros pour un étudiant. Alors, moi, j'ai conseillé à beaucoup d'étudiants, le premier réflexe d'un étudiant, ça doit être d'abord le crous, parce que c'est là où c'est un logement qui est dédié pour les étudiants. Pourquoi? Parce que c'est une solution économique et le loyer, ça peut varier là-bas de 150 jusqu'à 250. Après, si vous avez la CAF 100 euros, vous payez que 150 euros. C'est vachement mieux que vous d'aller dans les privés où vous avez des colocations à 450 voire 500 euros et qui peuvent parfois créer dans vos finances, quoi. Et souvent, à la cité universitaire, les charges sont incluses aussi. Il y a toutes charges comprises. Et quand vous allez chez des particuliers, alors moi, je dis souvent, les bons plans, ça dit quand c'est une situation d'urgence, vous venez en septembre, vous êtes venu en retard, il n'y a pas de logement et tout, vous pouvez souscrire à ces solutions d'urgence-là pour 1 ou 2 mois. Mais il faut pas vraiment créer une zone de confort par rapport à ça, parce que financièrement, vous ne pouvez pas tenir à la longue, quoi. Et ça va créer vraiment, mais vraiment dans vos finances, quoi. Et partout où vous ne pouvez pas être éligible aux APL, c'est des solutions que je ne conseille pas aux étudiants. Et faites très tôt aussi votre demande pour ceux qui vont venir ou ceux qui sont là, déjà qui n'ont pas de logement en cité universitaire. Faites maintenant là, votre démarche à partir de mars, avril, mai pour préparer le mois de septembre. Et également, pour ceux qui n'ont pas de logement, la plupart, quand vous venez en septembre, là, parce qu'en fait, il y a des Erasmus qui arrivent. Ils sont prioritaires sur des gens. Il y a des gens qui sont en master, sont prioritaires. Ceux qui viennent en licence, en premier cycle, tous ne sont pas prioritaires. Mais il faut juste prendre son mal en patience entre septembre, octobre, novembre. À partir d'octobre seulement, ça commence à se libérer. En appelant, en insistant au niveau du CRUS, vous avez forcément des logements qui se libèrent parce que soit un Erasmus n'est pas venu, il a laissé la place, soit, tu vois, il y a des cas d'absence. On donne ces logements facilement aussi aux primo-arrivants là. Donc, il faut vraiment aller dans ce sens-là. La colocation intelligente. Et qu'est-ce qu'ils appellent la colocation intelligente? Les Chinois et les Indiens sont beaucoup là-dedans. Ils ne sont pas trop portés sur le confort parce que nous, Africains, on aime bien notre confort, on aime bien notre zone de confort, il y a trop de bruit, on aime. Mais une première année, il faut prendre son mal en patience, rentrer dans des trucs de colocation. Moi, j'ai vu ici, à titre d'exemple, des étudiants chinois ou indiens qui récupèrent de logements. C'est des types T1, T2. Tu vas voir qu'ils sont 5 là-dedans, quoi. Même dans une chambre, ils peuvent superposer les lits, ils dorment et tout. C'est des solutions viables parce qu'en fait, ce n'est pas à long terme, c'est pour une question d'économie. Aujourd'hui, en termes de crise, la crise financière qu'on traverse aujourd'hui, si vous voulez des conforts, vous allez beaucoup dépenser. Donc, misez sur ces solutions-là temporaires. Ça peut durer 6 mois,
après tout de suite, vous avez un logement à cité universitaire, vous transitez en cité universitaire. Mais pour un départ, il faut miser vraiment sur des solutions économiques, quoi. La colocation intelligente. Donc, vous partagez les charges, vous partagez tout, vous partagez les frais, la bouffe et tout ce que vous voulez. Ça vous évite vraiment des pièges et de mieux vous concentrer sur vos études. Donc, évitez aussi des pièges, évitez des loyers des loyers trop grands, 450, 600, 700 euros. Vous savez bien qu'au niveau du campus France, c'est 650, entre 500 et 650 qui est demandé. Si vous payez un loyer de 650 euros, mais en fait, au final, vous vivez avec quoi? Ça, ce n'est pas des solutions pérennes. Vous voyez, il faut vraiment jouer l'intelligence et s'appuyer surtout sur des anciens pour qu'ils vous donnent des astuces. Ne pas trop vous rentrer dans ouais, je n'ai pas le choix, je devrais le prendre. Non, on a toujours le choix. Quand on demande, on peut toujours vous donner des astuces. Ça, c'est extrêmement important. Appuyez-vous sur des associations, sur des personnes qui sont là depuis longtemps. Prenez 1 ou 2, 3, 4 avis et puis vous essayez de faire votre choix par rapport aux avis qu'on vous donne. Ça, c'est extrêmement important. Alors, comment on augmente son pouvoir d'achat? Et ça, c'est le nerf de la guerre. Parce que, comme on dit dans notre adage, un ventre vide ne peut rien faire. Donc, on ne peut pas être physiquement. Alors, le premier, c'est le logement. Le deuxième, c'est l'alimentation. Si ces deux éléments manquent à un étudiant, à un moment donné, c'est l'échec assuré par l'année, quoi. Donc, il faut vraiment que vous soyez bien logé et tout. Il faut vraiment que vous mangez à votre faim parce que c'est important. Les temps sont lourds, les cours, c'est très, très lourd. Vous allez à l'école à 7h30, vous finissez à 18h, 19h. Parfois, c'est lourd. Donc, essayez de minimiser, adapter des stratégies pour faire vos courses. Visez bien les magasins discount, à la limite, le Lidl ou le Aldi avec des prix moins chers. Et puis, prioriser aussi des associations qui distribuent des aliments pour les étudiants. Priorisez beaucoup ça parce que le pouvoir d'achat, depuis Covid 2020 jusqu'à maintenant, le pouvoir d'achat en France ne fait qu'augmenter. Ne fait qu'augmenter. Nous, à l'époque, avec 50 euros, tu avais 2 caddies remplis de courses. Aujourd'hui, avec 50 euros, tu n'as que 2 ou 3 articles. Et ça va très, très vite. Donc, il y a des associations ici. Je vais vous donner le centre Nantes, comme pour ceux qui vivent à Nantes. Dans vos villes, vous écrivez seulement dans Google distribution alimentaire pour étudiants dans la ville où vous êtes. Dès que vous tapez ça sur Google, on vous donne la liste des associations. C'est extrêmement important de s'inscrire là-dedans. Plus vous allez inscrire dedans, mieux vous allez économiser et plus vous allez bien. Parce que quand il vous manque de l'argent ici, tout est payé ici. Tout, vous payez tout, même quand vous vous grattez, vous payez. Donc, il y a à Nantes, par exemple, il y a le centre de Nantes Benelux. C'est aux 3 rues de Benelux à Nantes, 44 300 pour ceux qui veulent, pour les étudiants qui sont à Nantes. Pour ceux qui sont dans d'autres villes, vous tapez juste distribution alimentaire pour étudiants. On va vous donner. Il y a aussi Solidarité étudiant, qui est au 10 rue Mabon à Nantes. Vous écrivez juste Solidarité étudiant. Et puis, le dernier que j'ai, après, il y en a beaucoup, hein. Il y a Campus Solidaire. Moi-même, étudiant à Nantes, j'ai bénéficié des Campus Solidaires. On vous donne par semaine des paniers pour 2 euros ou pour 3 euros. Vous avez à peu près l'alimentation pour la semaine. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, le dernier, c'est le Secours populaire français. Donc, qui est au 16 rue de Maine, à 44 000 Nantes. C'est extrêmement important de prospecter ces associations, de prendre vos temps et d'aller vers ces associations-là. Ils ont des horaires assez variés et différentes, donc vous pouvez vous adapter en fonction de vos cours et tout pour aller récupérer des aliments là-bas. Tant que vous pouvez, il faut aller là-bas. Et il y a également, nous, notre association Réseau Atlantique Social et Solidaire, il faut aller sur notre page Facebook. On a créé aussi un groupe WhatsApp. Cette année, on a, depuis à la rentrée de septembre 2025, on a décidé de donner des paniers gratuits pour 50 étudiants. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de demandes, mais on ne peut pas satisfaire toutes les demandes parce que nous aussi, il y a un budget à creuser. Sachez aussi qu'on est une association, on n'a pas de subvention ni des collectivités, ni de l'État.
Donc, c'est une association qui se débrouille. Là où on récupère les aliments, on les paye. Donc, en gros, si on essaie de donner à tout le monde, à un moment donné, ça va creuser dans nos finances. Donc, pour l'instant, on prend 50 étudiants, mais il y a des moments qui arrivent où on fait de la distribution pour tout le monde. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. Comme hier, par exemple, c'est le début de carême et de Ramadan. Je souhaite de passage bon Ramadan et bon carême à ceux qui le pratiquent. Merci. Et vous pouvez également venir il y a des moments de distribution comme ça. Si vous avez, pour ceux qui font le Ramadan ou le carême, dans des églises ou dans des mosquées, ils font de la rupture collective. Priorisez ces ruptures collectives-là. Allez-y là-bas. C'est un moment d'économie pour votre portefeuille, mais c'est un moment de sociabilisation aussi. Il faut vraiment vous sociabiliser, aller rencontrer des gens, ne pas rester dans vos coins et tout. Vous pouvez aller les soirs dans des mosquées et tout, presque dans toutes les mosquées en France, mais particulièrement en Nantes, parce que c'est ce que je connais. Ils font ils font des repas pour la rupture collective pour le Ramadan. Donc, voilà en gros ce que j'avais à dire. Et puis également, il faut surtout pour les vêtements. Alors, ça, c'est un conseil que je donne. Vous n'êtes pas venu ici pour montrer à quelqu'un, je porte de la marque Louis Vuitton, Nike et tout. Ça va creuser dans votre dépense. Parce que quand on sait les réalités africaines, toutes les réalités africaines, c'est les mêmes. Transformer le franc CFA en euro pour envoyer à son fils étudier ici, ou le franc guinéen, qui est encore plus bas que le franc CFA, envoyé ici, et que vous venez vous lancez dans des trucs de concurrence ou comment on appelle, la représentation de vous-même, c'est-à-dire à chaque fois, il faut juste être propre, porter des habillements propres. Pas de marques, pas de trucs, vous n'avez pas besoin parce que ça coûte extrêmement cher ici. Ce qu'on voit en Afrique là-bas, c'est des contrefaçons. Ici, dans des vraies marques, une chaussure, ça va jusqu'à 400 balles déjà. Donc, ne rentrez pas dans ce truc-là. Vous êtes venu pour le savoir. Concentrez-vous, soyez propre. Il y a des magasins aussi ici à Nantes et c'est partout en France. Comme il y a, j'oublie le nom de ces magasins-là, ça va me revenir. Et vous Kaby? pouvez aller dans. Hein? Kaby? Non, c'est un magasin qui est à côté de chez toi là-bas. Là. Comment il s'appelle ces magasins-là? C'est un magasin moins cher, discount là. Pas loin de chez toi, juste à côté de. Ils sont un peu partout. Ok. Qui habillent, c'est moins cher. Mais en fait, ces magasins, c'est des magasins de deuxième main. Souvent, il y a des gens qui Ah, achètent des oui. vêtements, ils ne les portent pas. Ils les déposent là-bas. Vous pouvez trouver des vêtements là-bas, des manteaux là-bas à 1 euro, à 2 euros. Tu vois? Oui. Donc, il faut pas hésiter. Je vais mettre dans le groupe tout à l'heure. Ça va me revenir, mais je vais mettre dans le groupe on a des bons plans. Il ne faut pas hésiter à aller dans ces magasins-là et pour aller faire de l'économie. C'est extrêmement important. Alors, pour la plupart des gens aussi, je sais que c'est difficile quand vous êtes à la fac pour manger et tout. Les kebabs, le tout là, tout ça. Les kebabs, quand nous on venait ici, les kebabs c'était 3 euros, 4 euros. Aujourd'hui, les kebabs, c'est à peu près 8 euros, 10 euros, quoi. Ça a augmenté. Si tu manges ça tous les mois, ça va creuser dans tes finances. Donc, il y a le Crous, le resto du Crous. Et je pense que ça coûte 3,30 € pour les étudiants non boursiers et 1 euro pour les étudiants. Et c'est 1 euro aussi pour des étudiants qui sont impliqués dans des associations comme UNEF, tu sais, des associations de la fac, là, UNEF, et, étudiants et développement, comme on appelle. Il y a pas mal d'associations estudiantines à la fac, là. Vous vous inscrivez dedans et quand vous arrivez au cours, ça vous coûte 1 euro. Donc, c'est des plans à avoir. Et n'hésitez pas, surtout sur ceux qui ont des besoins, qui sont en crise financière aussi, d'aller voir l'assistance sociale de votre UFR, c'est-à-dire votre unité, celui qui s'occupe de votre faculté, pour aller poser vos problèmes là-bas. N'ayez pas peur parce que vous avez payé tout ça. C'est-à-dire tout ça est pris en charge dans les inscriptions déjà. Quand vous allez là-bas, soit on vous donne des tickets pour manger au resto U, soit on vous donne d'autres solutions aussi. Il ne faut pas hésiter d'aller vers eux. Les assistants sociales, elles sont là-bas pour ça, pour vous écouter, pour vous aider et surtout à valider votre année, quoi. Ils feront tout pour vous accompagner. Tout ce qui est transport étudiant aussi, c'est impératif.
vous évitez de frauder. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est des choses qui vont vous rattraper 1 an, 2 ans après. Vous arrivez seulement, il faut souscrire. Nous, on a Naolib, il faut directement souscrire à un abonnement, quoi. Un abonnement, souvent, vous avez des tarifs étudiants réduits. Il ne faut pas prendre des pleins tarifs. Vous avez des tarifs étudiants réduits. Et le travail aussi, je vais faire travail intelligent. Et pour qu'est-ce qu'ils appellent travail intelligent? Ne jamais cesser des cours pour aller bosser déjà. En tant qu'étudiant en France, vous savez, on a 964 heures par an. Et aujourd'hui, le travail en France, on a réinventé depuis Covid le travail en France maintenant. C'est extrêmement compliqué. Vous pouvez parcourir toute la journée des intérims, des restos et tout. Ils vous diront qu'ils n'ont pas de place parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne fréquentent pas ces lieux-là. Qui dit fréquentation? Parce que quand le pouvoir d'achat des Français baisse, les gens ne mangent plus au resto. Les gens ne vont pas fréquenter ces endroits-là. Donc, pour se réinventer, moi, je vous exhorterai plus à créer votre compte Uber Eats, faire des Uber Eats. Ça, vous gérez votre timing. Si tu finis les cours, tu peux prendre 1 heure pour aller faire des livraisons et tu gagnes ce que tu gagnes, quoi. Mais en gros, tu ne perds pas de temps. Donc, des Uber Eats à partir de votre titre de séjour ou votre passeport validé, vous pouvez créer votre compte Uber Eats avec un petit vélo et tout, faire des petites livraisons pour ceux qui ne peuvent pas conduire. Vous pouvez pédaler des vélos, ou piloter des petites motos, ou pour ceux qui conduisent, faire avec la voiture, faire des petites livraisons. C'est des trucs qui marchent vachement aujourd'hui que d'attendre désespérément à un boulot et tout. Si vous avez des boulots au McDo, au KFC, au Quick, un truc comme ça, c'est très bien parce que ou la livraison des pizzas, c'est très, très bien. Mais c'est des boulots qui se font très, très rares aujourd'hui. Donc, travail intelligent. Essayez de vous inscrire aussi dans des intérims type ADECO, des intérims de manutention. Tu veux faire la distribution des colis à la poste ou livreur de journaux le matin, très tôt le matin, ça paye aussi. Tu vois, on a souvent des offres comme ça. Ou inventoriste dans des magasins, il ne faut pas éviter les intérims là, ça, ils envoient des inventaires. Quand vous venez, on vous dit que vous avez des voitures. Souvent, les gens, ils se font piéger. Dites que vous avez des voitures, mais assurez-vous que vous avez quelqu'un qui peut vous déposer à votre lieu d'inventaire des magasins. Et puis au retour, vous avez toujours quelqu'un qui pourra vous déposer à un arrêt de bus ou à un arrêt de tram. Mais tout de suite, quand vous arrivez à des intérims, on vous dit, vous avez un mois de commission, vous dites non, vous êtes d'office éliminé, quoi, tu vois. Parfois, il faut oser dire que oui, j'ai un moyen de locomotion en t'assurant qu'il y a quelqu'un qui pourra te déposer. Il y a un ami, seulement il y a une connaissance qui a une voiture qui pourra te déposer à ton lieu d'inventaire. Et arriver là-bas, tu travailles, mais ton obsession, c'est de trouver quelqu'un qui pourra te déposer à un arrêt de bus. C'est des solutions viables qu'il faut faire. On est en train de dépasser un peu le temps, là. D'accord. Donc, je vais me limiter là en termes d'astuces et tout. Et en conclusion, voilà. Être étudiant étranger en France n'est pas une faiblesse, c'est une opportunité. C'est une opportunité, mais l'opportunité, il profite à ceux qui sont organisés. J'ai fait allusion à tout ce qu'on a dit. La précarité n'est pas toujours un manque d'argent, c'est souvent un manque d'information. Donc, maîtrisez votre logement, maîtrisez vos dépenses et vous verrez que l'aventure en France devient plus sereine. Donc, merci de votre attention. Je suis pleinement à votre disposition et également surtout, voilà, sous des échanges, email ou à travers Florian. À tout instant, vous pouvez me contacter. La porte reste grandement ouverte. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Bakary. Tu as dit la précarité. C'est plus un manque d'information qu'un manque de moyens. En tout cas, moi, ça me parle. Je pense que tout le monde a retenu cette information. Et je pense aussi on pourra parler plus en détail de tout ça lors de la partie questions-réponses. Donc, moi, je vais parler de la partie plutôt bien-être mental. Je vais essayer d'être bref. Comme ça, on pourra creuser tout ça ensemble lors de la partie questions-réponses. Donc, je me présente encore pour rappel. Je m'appelle Florian. Je fais partie d'une asso qui s'appelle Dis-moi Care, qui fait de la prévention et de l'accompagnement en santé mentale. Donc, c'est une asso qui est présente au Bénin et qui, cette année, en fait, s'est implantée en France.
Mais la vraie raison, c'est pourquoi. Pourquoi, du coup, Guy s'est implanté en France? C'est pour deux raisons. On s'est rendu compte qu'en fait, 70% des étudiants qui arrivent, en fait, sont en situation de mal-être. Vraiment, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est comme si sur 10 personnes, en fait, il y a 7 personnes qui ne vont pas bien. En fait, c'est énorme. Et en plus de ça, il y a quand même 38% qui, pour toutes ces raisons-là, envisagent d'arrêter leurs études. En fait, c'est énorme. Et je rejoins tout à l'heure Bakary qui parlait justement du fait que quand on n'arrive pas à bien s'organiser, quand on n'arrive pas à bien se gérer, en fait, bah, ça devient compliqué justement de pouvoir performer à l'école. Donc, c'est pour ces raisons, en tout cas, que nous, on a décidé de faire de la prévention en santé mentale. En fait, c'est un levier de performance. Si tu veux être bien à l'école, si tu veux être sûr de valider ton parcours académique, il faut que tu sois bien dans la tête. En fait, c'est hyper important. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui existent déjà pour accompagner les étudiants, notamment quand ils arrivent en France, quand ils sont étrangers. Mais il n'y a pas beaucoup, pour être sincère, qui adressent les problématiques des étudiants étrangers. Parce que, vous savez, on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas la même façon de voir le monde. Ce n'est pas les mêmes problématiques. Bakary parlait tout à l'heure du problème de précarité. On parle aussi des démarches administratives. Donc, des choses que les dispositifs actuels n'arrivent pas, en tout cas, à comprendre. Et donc, c'est ce que nous, on essaye d'adresser. Et moi, aujourd'hui, je vais vous présenter, on va dire, les choses auxquelles il faudra faire attention quand on est étudiant étranger en France. D'abord, l'isolement et la solitude. Vraiment, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Donc, tu arrives dans un nouvel environnement, tu n'as pas forcément ta famille là, tu te fais des amis. En fait, très vite, tu peux te retrouver dans des situations où tu vas te retrouver seul, que ce soit voulu ou pas. Et donc, c'est important vraiment de ne pas sombrer ou en tout cas de ne pas se laisser longtemps dans la solitude parce que ça a des effets vraiment sur la santé mentale. Et je pense que vous avez sûrement entendu plein de gens enfin, d'étudiants qui arrivent et qui tombent, enfin, ont des problématiques de dépression, ils vont pas bien. En fait, c'est important justement de pouvoir prendre conscience du fait que c'est pas bon de s'isoler, vraiment de participer à des activités à l'extérieur pour construire le lien. Une autre problématique que rencontrent souvent les étudiants, c'est vraiment la précarité. Et en ça encore, je suis content que Bakary en parle. Il a partagé suffisamment de bons plans. Donc, je vais pas m'attarder dessus, juste pour dire que ça pèse, en fait. En fait, plus tu vas pas bien, plus, du coup, tu n'as pas de moyens, plus tu manges pas bien, moins tu vas aller bien dans la tête. Donc, c'est important de faire attention au final à ses finances. C'est important d'avoir de bons plans et surtout de faire attention à toujours chercher le lien à l'extérieur. C'est vraiment les problématiques qui guettent souvent les étudiants étrangers. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a identifié tous les problèmes, comment du coup on repère, comment du coup on arrive à régler le problème, comment savoir par exemple si tu commences à ne pas aller bien. Parce qu'en vrai, ça ne vient pas du jour au lendemain, en fait. C'est petit à petit. Tu peux, par exemple, te rendre compte que ton sommeil commence à être agité, tu n'arrives pas à bien dormir, en fait. Donc, ça, c'est des signes. L'alimentation anarchique. Donc, peut-être, je ne sais pas, à 10 heures, tu n'avais pas faim, à 11 heures, tu enfiles 3 kebabs. En fait, c'est des détails, mais bon, là, j'exagère un peu volontairement, mais c'est juste pour dire que si tu te rends compte que tes habitudes alimentaires ont changé, donc que soit tu manges très peu ou pas du tout, ou que en fait tout à coup ton alimentation a changé, donc vraiment tu te retrouves à manger beaucoup, ça en fait c'est des signes qui prouvent que ça ne va pas forcément bien. Donc, la rupture de lien social, donc ça, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, l'isolement et la solitude. Donc, il faut faire attention. Quand vous commencez à voir que vous vous retirez, vous n'arrivez pas forcément à rester avec vos proches, donc sachez qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Et le dernier point qui arrive souvent, c'est vraiment les pensées suicidaires. Donc, il y a plein de gens
Pas plus tard qu'il y a un mois, il y a un Béninois qui s'est suicidé à cause de dépression. Donc, c'est des signes qui ne trompent pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui accompagnent, donc, notamment sur 10 mois. On essaye vraiment de faire de la prévention pour pouvoir éviter vraiment ce genre de pensée. Ensuite, maintenant, comment s'aider concrètement maintenant? Comment faire, par exemple, quand on te rend compte que, bon, voilà, là, je vais mal. En fait, il faut vraiment cultiver de bonnes habitudes. Donc, bouger plus, faire plus de sport, ça, en fait, c'est hyper important. Tu peux pas, tu peux pas aller bien si tu n'essayes pas de bouger. Donc, bouger soit en faisant du sport, soit en faisant des activités, soit en allant rencontrer des gens, ou même en faisant partie d'une asso. Il y a des choses qui te distraient et qui te permettent vraiment d'être épanoui. Donc, bien dormir, bien manger, ne pas oublier de se centrer sur le positif, parce qu'on a souvent tendance à être pessimiste, à se focaliser sur les choses qui ne vont pas, alors qu'en vrai, le simple fait d'être juste là, de parler, de respirer, d'avoir des proches, d'être même en France, loin de ses parents, pour étudier, en fait, c'est quand même quelque chose de vachement positif parce que tu sais que tu es venu pour un truc et que tu mises sur le futur. Donc, c'est hyper important. Anticiper cette démarche admin, donc Bakary en a largement parlé, et enfin, vraiment, essayer de parler quand ça ne va pas. C'est hyper stigmatisant, on le sait, surtout dans nos communautés où la santé mentale, c'est hyper tabou. Si par exemple, tu dis, ah, tu ne vas pas bien, automatiquement, tu es pris pour quelqu'un de faible ou bien tu es pris pour quelqu'un vraiment qui est un peu dérangé. En fait, c'est pas ça. Vraiment prendre le temps de parler à des gens de confiance, parler à son entourage et vraiment identifier des dispositifs de soutien. Donc, typiquement, nous, on le fait au sein de 10 mois, mais il y a plein d'autres services d'écoute qui te permettent, en fait, quand ça ne va pas, d'appeler et vraiment d'être apaisé. Donc, hyper important pour pouvoir être bien dans sa peau et donc bien performer à l'école. Donc, moi, pour finir, je vais juste vous présenter quelques ressources qui sont intéressantes, notamment quand on recherche de l'aide. Et c'est important vraiment de se rendre compte que c'est pas quand ça va pas qu'il faut commencer à cultiver les bonnes habitudes. Non. Prendre soin de sa santé mentale, c'est vraiment une habitude. C'est vraiment comme prendre soin de sa santé physique. C'est comme aller à la salle de sport parce qu'on veut être bien physiquement et mentalement. C'est comme bien manger. Donc, vraiment, essayer de cultiver les bonnes habitudes. Et c'est exactement ce que nous, on essaie de faire, par exemple, avec Dis-moi Care. Euh, je vais vous laisser les références après. On partage vraiment des conseils, des astuces en partenariat avec des psychologues vraiment pour savoir comment faire et pouvoir demander de l'aide au moment opportun. Opportun, pardon. Ensuite, il y a un dispositif qui est hyper important. Ça s'appelle mon soutien psy. C'est un dispositif qui a été déployé partout en France et qui permet vraiment d'avoir 12 séances gratuites. Donc, vraiment, tu as juste à aller sur Google, te connecter, choisir ta ville et vraiment l'État prend en charge tes séances. Donc, hyper important quand jamais tu sens que tu as envie de parler et que tu n'as pas forcément envie de parler à des gens que tu connais. Les lignes d'écoute. Donc, c'est des services en fait qui sont disponibles en ligne. Tu appelles, tu as un numéro vert et tu peux échanger avec des experts ou des gens en fait qui peuvent t'aider. Donc, parmi eux, en fait, il y a Nightline qui est hyper connu. Il y a Psycom. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les contacter si jamais vous retrouvez dans une situation où vous sentez que ça ne va pas, en fait. Donc, je vais m'en arrêter là. On en parlera, je pense, lors des questions et réponses, si vous avez envie de creuser le sujet plus profondément. Et vraiment, encore une fois, n'oubliez pas, prendre soin de sa santé mentale, c'est une habitude. C'est pas quand ça va mal qu'on commence à sortir, enfin, à chercher ce non. En fait, ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Il faut une routine, vraiment. Et c'est aussi important que la santé physique. Donc voilà, je vais laisser la parole à Fridolin et Béolis qui vont vous parler et à Inoussa, je pense aussi,
qui vont vous parler vraiment de la partie orientation de la partie master. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je sais pas pourquoi il y a un écho, de toute façon. Hein. Attends. Ah, c'est bon, ok. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est nickel pour moi. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. On t'entend. Ok. Alors, Attends, moi, c'est Béolis Motoressa. juste, je sais pas pourquoi il y a un écho. Est-ce que tu as un ordi connecté à côté? Déconnecte. C'est bon? Ouais, là, c'est bon. Là, c'est plus clair. Je veux que Ok. Alors, je me présente. Moi, je suis Béolis Motoressa. Je suis actuellement étudiante en Master 2 de biologie santé et je suis alternante à Essilor. C'est une entreprise qui travaille dans les dispositifs médicaux pour les ophtalmos. Donc, actuellement, je suis chef de projet clinique. Et ce soir, je vais vous parler de mon master. Et je veux que cette session soit un peu interactive. Est-ce qu'il y a des gens qui actuellement postulent pour des masters ou prévoient postuler? Parce que selon mes informations, ça a ouvert depuis un moment et les candidatures ont commencé aussi. Vous pouvez juste lever un pouce s'il y a des gens qui sont en licence 3 ou qui sont en train de postuler à des masters actuellement. Non? Bon, ok. Apparemment, non. Et c'est pour savoir aussi quels sont les profils que j'ai en face de moi. Vous êtes en master déjà ou vous êtes en licence 2 ou en licence 1. Vous pouvez écrire dans le chat, je vais lire. Merci. En attendant, je vous parle un peu de la plateforme. C'est une plateforme nationale. Pour la plupart de ceux qui sont en licence actuellement, vous savez, vos écoles vous en ont parlé. Et c'est actuellement la plateforme qui permet de postuler dans des masters dans les universités. Et il y a aussi des écoles privées qui sont sur la plateforme, mais la plupart, c'est des universités publiques. Pour avoir un master, il faut forcément postuler sur la plateforme Mon Master. Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y a quelqu'un qui est en licence 2 de sciences de la vie. Et moi aussi, j'ai fait mon parcours commence déjà en France. Mon parcours a commencé par cette licence, la licence 2 en sciences de la vie que j'ai fait d'ailleurs à Nantes Université. Et pour parler un peu, cette plateforme, mon master, c'est la plateforme globalement qui nous permet d'avoir, de postuler au master et de pouvoir être sélectionné. Les candidatures ont commencé et ce soir, j'aimerais vous donner quelques tips, quelques informations qu'on m'a données aussi qui m'ont permis de postuler à mes masters, au master que j'ai voulu vraiment et comment ces conseils m'ont aidé à vraiment décrocher ce master-là. Alors, il faut savoir que sur la plateforme, c'est très, très instructif et j'ai trouvé que la plateforme est quand même bien organisée parce que tu peux mettre la licence que tu fais ou ton parcours que tu fais, tu mets ça, il y a quelque part dans la plateforme où tu peux mettre et ça te propose les masters auxquels tu peux postuler. Parce qu'il y a des masters qui demandent vraiment que tu aies fait une licence spécifique. Par exemple, ceux qui font de l'informatique, il y a plein de masters, même des masters en commun avec les sciences de la vie, la biologie, qu'ils peuvent faire plus tard. Mais quand tu ne te renseignes pas, quand tu ne vas pas sur la plateforme voir, est-ce que je peux faire tel master? Parce que les universités sont en train de mettre sur leur page les profils qu'ils acceptent, les profils de licence qu'ils acceptent, les étudiants qu'ils acceptent sur toute leur page. Et ça, vraiment, ça te permet de savoir comment
je m'organise quels sont les masters qui sont accessibles à moi, sachant que tu peux avoir dans ta tête de vouloir faire un master, mais vu que ce master sur le site l'université met, je cherche 3 personnes. Et ces 3 personnes, ce n'est pas que toi, ta fac et tous ceux qui sont là. Cette compétition, c'est entre toute ta fac, tous ceux qui ont le même profil que toi, qui sont dans ta fac à Nantes, qui sont dans les autres facs dans toute la France, et aussi, parfois, ils prennent des étudiants qui ne sont pas en France, mais des étudiants qui prennent sur d'autres plateformes pour venir en France. Donc, la compétition, dans ce cas, elle est rude. Et parlant de la compétition qui est rude, j'en viens, Florian, tu peux passer à l'audience. J'en viens au fait que pour postuler, il faut vraiment se préparer. Se préparer dans le sens où ne pas se prendre à la dernière minute. Et c'est pourquoi je disais que ce webinaire peut-être vient un peu tard, mais bon, on vient quelques 3 ou 4 jours plus tard après le lancement des candidatures. Mais c'est pour dire aussi que vous n'êtes pas trop en retard. Moi, c'est vrai qu'à un moment, j'aurais dit que je suis en retard sur certaines choses, mais vous n'êtes pas trop en retard dans le sens où, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez toujours vous reprendre le train en route et vous dire que je vais faire les choses bien. Premièrement, il faut déjà se renseigner sur les masters que vous pouvez faire, ce que j'ai dit, et les masters dans tout ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vrai que la plateforme te donne la possibilité de postuler à maximum 30 masters, donc 15 en alternance et 15 en formation initiale. Je ne sais pas si vous savez vous connaissez à peu près le système d'alternance et de formation initiale. La formation initiale, c'est ce qu'on fait. On fait notre formation de manière classique. On va au cours toute l'année et on compose. S'il y a des stages obligatoires à faire, on les fait. S'il y a des stages facultatifs, on les fait. Mais l'alternance, c'est un système qui n'est pas beaucoup connu dans les facs, mais qui est connu plus dans les écoles privées où la personne va chercher une entreprise qui travaille dans le même domaine et qui veut bien le prendre sur un poste il peut travailler sur ce poste et ça rapporte bien sûr avec sa formation. Mais cette entreprise paye la personne comme un salarié, mais la scolarité derrière, c'est l'entreprise qui la paye. Je ne sais pas si je suis assez claire sur le principe d'alternance. Donc, c'est une alternance. Donc, tu as un peu des semaines en cours, tu as des semaines en entreprise, tu alternes un peu comme ça. Donc, sur la plateforme, tu as la possibilité, sur mon master, tu as la possibilité de postuler à 15 formations en alternance et à 15 formations en initiale. Ces formations, on ne les choisit pas comme ça dans tous les sens et tout. Il vaut mieux choisir des formations qui vous correspondent et qui, plus tard, dans la suite de votre orientation, vous permettent d'arriver à votre but final. Et en choisissant aussi votre but final, en tant qu'étudiant étranger, on n'a pas les mêmes réalités que, par exemple, ceux qui sont nés ici ou ceux qui sont français. Notre but final, si on veut vraiment faire quelques expériences après nos études en France, si on veut rester en France, c'est de pouvoir s'insérer professionnellement. Et ce point doit rester dans la tête de chacun. Si je veux m'insérer professionnellement en France, dans mon domaine, quels sont les domaines, quels sont les métiers aujourd'hui qui sont d'actualité pour mon domaine? Par exemple, je vais vous donner un exemple simple de moi, de mon cas. Je suis venue en France, j'ai fait la licence de sciences de la vie, j'ai fait la licence 3 en biologie cellulaire et moléculaire. C'est un parcours, bon, en licence 3, tu as plusieurs parcours que tu choisis. J'ai fait ce parcours, mais mon but, c'était de faire de la recherche, par exemple. Je voulais faire de la recherche, devenir chercheur et tout. Mais en faisant mes investigations, je me suis rendu compte que le secteur de la recherche en France est un peu délicat. Et pire encore pour des étrangers,
c'est un peu délicat parce que même les financements, la plupart des financements en recherche en France viennent du public. Il n'y a pas beaucoup de privés qui financent la recherche. Je crois qu'il y en a, mais il n'y a pas beaucoup. Comme dans les autres pays, les USA, le Canada, la Suisse, où c'est beaucoup financé par le privé. Le privé ne finance pas beaucoup de recherche ici. Donc moi, qu'est-ce que j'ai commencé par faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Depuis le Bénin, j'avais milité dans une association, je continue de militer toujours, mais de loin. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime gérer des projets, j'aime organiser des choses. Je me suis posé la question et c'est en ça que je reviens sur ce que Bakary avait dit, c'est qu'il faut participer à la vie étudiante dans vos universités, dans vos facs, dans vos départements. Parce que mon université avait organisé une session où des anciens étudiants sont venus et ils ont parlé un peu de leur parcours après la licence, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est en ça que moi, je me suis rendu compte que ce qui me correspondait, c'est vraiment de gérer des projets, mais des projets ayant rapport avec de la biologie et de la santé. C'est comme ça que j'ai découvert mon master. Et mon master actuel, ça s'appelle Biologie, Santé, Parcours Management et Innovation en Biotechnologie. Donc, c'est un master double parcours. Tu as tous des cours scientifiques comme en vraie biologiste, mais tu as un côté gestion de projet, comme les gens qui sont gestionnaires de projet, chefs de projet. Et moi, je me suis dirigée un peu vers ce parcours-là. Et pour postuler à vos masters, vous aurez besoin de remplir votre parcours, tout ce qui est, il y a des CV à déposer, des trucs. En ce qui concerne les CV, ceux qui sont, je ne sais pas si la plupart sont en Nantes. Et ça, ce n'est pas que pour postuler au master même, pour chercher des stages, des alternances, pour tout. Si vous avez besoin de faire vos CV, à notre université, il y a un service dédié qui, je ne sais plus exactement le nom du service, je vais rechercher, mais le service, c'est le service d'orientation et de session professionnelle. C'est à l'intérieur de ce service qu'il y a un autre service qui s'occupe de vous corriger vos CV, vos lettres de motivation. Vous pouvez leur amener ça. Il y a des gens qui sont hyper gentils, ils vous accueillent. Et les horaires, je ne sais plus si ça a changé, sinon, généralement, c'est le mercredi, les lundis, mercredis, je me rappelle. Et c'est ce service qui s'occupe de vous faire ça. C'est juste à l'entrée de l'université pour ceux qui sont à la fac de sciences. C'est dans la fac de sciences, à un étage. Et ils vont vous aider à rédiger, à revoir vos lettres de motivation et vos CV. Pour vos candidatures, ne vous focalisez pas sur un seul type de candidature. Parce qu'en vrai, les masters, c'est vrai que c'est convergent dans la plateforme, mais vos candidatures sont gérées par différentes universités et par les responsables de master de diverses universités. C'est eux qui voient la concordance de ce que vous demandez avec ce que vous avez fait avant. Et donc, il faut diversifier un peu vos candidatures. Les dates limites, ne vous attendez pas la veille. Je vais vous dire, je vous rappelle un truc, moi, la veille, les candidatures devaient finir à 0h. Dites-vous que j'ai postulé à Sorbonne à 23h58. Bon, bien évidemment, ils ne m'ont pas pris. Hein, parce que c'était tout le monde postulait et tout. J'avais les 2 dernières candidatures. Je ne me suis pas prise très tôt. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Il faut postuler dans le temps. Je pense que maintenant, vous avez du 17 février au 17 mars, un truc du genre. C'est juste à mars, mais il faut faire le maximum pour postuler à temps. Votre dossier doit être sans faute. Moi, je dis sans faute parce que quelqu'un qui prend votre CV, par exemple, ou votre lettre de motivation, est déjà dans l'entête, il a une faute. Sincèrement, ce n'est pas agréable à lire. Les responsables de formation, quand on commence les masters, qui me disent, mais il y a des étudiants qui mettent des fautes et tout. Ce n'est pas agréable à lire. Lire des choses des documents qui comportent des fautes. Donc, relisez très bien vos candidatures. Allez reposer votre tête, relisez, demandez aux gens si vous avez d'autres personnes qui peuvent vous relire votre CV, votre lettre de motivation. Demandez, parce qu'un CV avec une faute, la personne se questionne sur la personnalité du propriétaire du CV. On se demande si cette personne est même en licence, jusqu'à licence, et il fait des fautes dans un CV. C'est très, très
péjoratif, c'est mal vu par les recruteurs, par les responsables de formation, de devoir lire un CV avec des photos, une lettre de motivation avec des fautes. Quelques erreurs à éviter, comme je l'ai dit, c'est candidater au dernier moment. Bon, des gens peuvent dire, j'ai candidaté au dernier moment, on m'a pris. Mais moi, mon expérience, c'est qu'on ne m'a pas pris. Et c'est tranquille, en fait. Et après, ne mettez pas la même lettre de motivation dans tous les masters que vous choisissez. Il faut vraiment personnaliser. Personnalisez vos lettres. Et à la fin de ce webinaire, pour ceux qui veulent, et pas forcément sur mon master, mais ceux qui veulent postuler à des masters ou à des trucs, si vous voulez, on a quand même un fichier que nous a donné dans le temps des années pour nous permettre de bien rédiger une lettre de motivation, de bien rédiger nos CV. Et ça nous aide aujourd'hui, on l'utilise toujours. Si vous voulez, on vous enverra ce fichier-là. Et la cohérence entre votre parcours actuel et ce que vous voulez faire, c'est très, très important. Relisez très, très bien. Allez sur les sites des masters, relisez ce qu'on vous demande comme prérequis. Pour la plupart, vous avez fait Campus France, c'est la même chose. Les prérequis sont très, très importants. Ne les négligez pas. Et renseignez-vous sur les masters. Moi, j'ai une astuce pour me renseigner sur les formations que je veux faire. Quand je vois la formation, je vais sur LinkedIn, je tape la formation dans la barre de recherche, je tape peut-être, moi, dans le temps, j'ai tapé Master Biologie Santé Dijon. Quand j'ai tapé Master Biologie Santé Dijon, j'ai vu des gens qui ont déjà fait ce master-là. Et les gens qui ont fait ce master, vous allez leur écrire pour leur demander leur avis sur le master. Parce que tout ce que les gens y mettent sur, comment on appelle, leur plateforme, leur site, c'est pas forcément, ça ne reflète pas forcément le vécu des étudiants qui ont fait ce master. Moi, par exemple, je peux témoigner aujourd'hui de mon master, je peux dire des choses sur mon master, mais hier, avant d'intégrer ce master, j'ai demandé aux gens sur LinkedIn. Il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas. Donc, ne soyez pas frustrés quand vous demandez des trucs et que des gens ne vous répondent pas. Le dernier point dont je vais parler, c'est que pour postuler sur mon master, on vous demande parfois des lettres de recommandation. Alors, parfois, c'est obligatoire, parfois, ce n'est pas obligatoire. Mais pour la plupart des masters, ce n'est pas obligatoire. Mais vous avez toujours un champ qui vous dit lettre de recommandation. Les lettres de recommandation, c'est des profs qui vous ont gardé et qui vous recommandent, qui savent que vous êtes un étudiant motivé, vous travaillez. Ça appuie en quelque sorte votre motivation. Il faut savoir que si le master ne demande pas ça obligatoirement, ce n'est pas obligatoire. Donc, même si vous demandez à vos profs de vous les fournir et qu'ils ne vous fournissent pas, ne soyez pas frustrés. Moi, je n'ai eu aucune lettre de recommandation pour postuler, par exemple. Pourtant, c'était recommandé, mais je n'en ai eu aucune. Et aussi, il faut rappeler que les stages comptent beaucoup. Les stages que vous avez fait dans vos pays, ne les négligez pas. Mettez-les en valeur. Ne mettez pas juste stage en tel. Mettez le stage et en bas du stage, mettez quelques points qui ont rapport avec le master que vous voulez ou l'orientation que vous cherchez et que vous avez fait. Et si j'ai compris que rien ne se néglige, moi, mon CV aujourd'hui, ce n'est pas ce que c'était il y a en 2022 quand je venais d'arriver en France. C'est différent. Donc, ne négligez pas tous ces points-là. J'ai vu dans le chat qu'il y a des gens qui veulent faire des masters spécialisés. Des masters spécialisés, comme vous l'entendez, on nous le dit souvent, c'est des masters qui sont hyper sélectifs. Et quand vous voulez faire une formation qui est sélective, misez tout sur la motivation. Pas que les notes, c'est vrai, les notes comptent. Parce que vous, devant quelqu'un qui a 14 de moyenne, devant quelqu'un qui a 10, on va se poser la question, bon, cette personne quand même, niveau académique, il est très bien. Mais il faut aussi miser sur votre motivation, la manière de rédiger votre lettre de motivation. Utilisez les outils d'IA, oui, mais les utiliser de manière très intelligente. Parce que même nos profs, ils ont des détecteurs d'IA, imagine, tu fais un truc sur ChatGPT et tu l'envoies comme ça, sans relire. ChatGPT n'est pas dans ta tête. ChatGPT ne connaît pas ta motivation. Il ne sait pas ce que tu ressens, ce que tu veux vraiment, même si tu lui expliques ça. L'utiliser, je conseille, mais de manière comment on appelle, très intelligente. Donc, je vais finir en disant que
pour réussir son orientation, il faut s'informer plus tôt. Il faut poser des questions aux gens. Même si vous ne connaissez pas des gens qui ont fait ce parcours, renseignez-vous. Renseignez-vous sur Internet. Moi, parfois, sur des facs données, je vais sur Google, je mets telle fac avis. Tu vas voir des gens donner de leur avis, que l'information, ils trouvent ça comme ça, l'information est comme ça. Et j'ai vu dans le chat aussi qu'il y a quelqu'un qui est en licence 2. Quand on est en licence 2, aujourd'hui, donc à partir de septembre prochain, c'est licence 3, il faut commencer aujourd'hui, dès aujourd'hui, à se renseigner sur les masters qu'on veut faire. Bon, si la personne veut faire un master, bien sûr. Et en sciences de la vie, parfois, on n'a pas l'ouverture, on ne sait pas qu'il y a plein de masters qu'on peut faire avec cette licence-là. Parfois, on se limite. Vous pouvez faire de la recherche. Hormis la recherche, vous pouvez faire de la biologie appliquée, comme ce que moi je fais, c'est de la biotechnologie, mais appliquée à la gestion de projets. Vous pouvez faire travailler dans des industries pharmaceutiques, faire de la pharmacologie ou plein d'autres choses que vous pouvez faire, mais vous ne savez pas. Il faut vous renseigner. La plateforme est là, c'est très intuitif, ça vous permet de naviguer dedans, en fait. Naviguer, chercher des informations. Ne vous limitez pas seulement, je vais postuler, je pars. Je vais postuler et je pars. Je vais postuler, je pars. Et pour des gens qui veulent avoir une expérience concrète en sortant de leur master ou en sortant de leur formation, optez pour l'alternance. Bon, pour ceux qui me connaissent, je fais un peu la propagande de l'alternance, mais moi, je trouve que c'est une technique très, très importante pour apprendre. Je ne vous cache pas, c'est très dur. C'est hyper dur parce que là, c'est comme si tu travailles en 35 heures, tu étudies en même temps. Quand tu n'es pas à l'école, tu es en entreprise. Et moi, par exemple, je n'ai pas pu avoir une alternance dans ma ville. Mon université est à Dijon, j'ai mon alternance à Créteil, donc en Île-de-France, donc pratiquement à 20 minutes, 20-30 minutes de Paris. Vous imaginez, les semaines où je suis en entreprise, je suis obligée de prendre le train, venir ici. Parfois, c'est compliqué, avoir un logement, 2 logements, mais pour les histoires de logement, vous pouvez trouver des amis avec qui vous êtes, vous partagez le loyer, vous partagez des trucs ensemble. Mais l'alternance, c'est hyper bien. Moi, aujourd'hui, je suis en entreprise, je travaille dans une entreprise. Je vois concrètement, si je sors de mon master, ce que je peux faire sur le terrain. Et ça me forme. C'est pas de tout repos. C'est pas facile parce que tu as des examens aussi à faire à l'école, tu as des contrôles continus, tu as des projets. Tout, c'est de savoir s'organiser. Moi, je ne suis pas lasse de l'organisation, mais je trouve quand même le moyen de m'organiser et parce que l'entreprise qui me paye attend aussi des résultats de moi. Je suis payée comme un salarié de l'entreprise. L'entreprise attend des résultats de moi, donc je trouve toujours le moyen. Et le point qui est très bien dans l'alternance, c'est que tu gagnes de l'argent, tu es payé et ça dépend. Si tu as moins de 26 ans, tu es payé à 70 voire 80% du SMIC. Si tu as plus de 26 ans, tu es payé à 100% du SMIC et il y a des entreprises qui te payent plus. Et bon, c'est un bon point. Quand on a l'argent, aujourd'hui, moi, je ne suis plus obligée de faire des jobs étudiants parce que je ne dis pas que je gagne très bien ma vie, mais je gagne ce qui me permet de vivre et de gérer mes dépenses quotidiennes. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez besoin d'autres informations, d'autres outils qui vont vous permettre de mieux vous orienter, de savoir candidater sur les plateformes, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On va vous laisser un mail pour vous permettre, pour nous faire un retour et nous dire les informations dont vous avez besoin. Aussi, on a la partie questions-réponses. Si vous avez des trucs à nous demander, on sera là. Merci. Merci beaucoup, Béolis. Merci beaucoup. C'était très clair. Tu as pratiquement parlé de tous les petits détails. Et ça, en fait, je pense que c'est hyper cool. Ça va permettre aux gens de pouvoir vraiment se projeter. Donc, ensuite,
Normalement, c'est Fridolin. Je ne sais pas si il veut partager quelque chose. Je commence déjà par me présenter. Moi, c'est Fridolin Ronondaro et je suis béninois d'origine. Comme biologiste, du coup, j'ai fait la licence 3 en sciences de la vie, du coup, parcours biologie cellulaire moléculaire. Et je suis aussi actuellement en alternance, en bioinformatique, du coup, au CHU de Dijon. Dijon-Nantes, si vous voyez le trajet, c'est assez long. Et comme Béolis l'a dit, faut pas vraiment se focaliser sur sa ville. Du coup, lors de la recherche d'alternance, faut chercher un petit peu partout. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, de comment j'ai fait pour décrocher mon master et pourquoi pas mon alternance. Je serai un peu bref, puisque, comme vous le voyez, Béolis a déjà tout dit. Donc, ça sera déjà tout simplement à titre informatif pour que, voilà, voilà, je vois une personne en licence 2, donc si par exemple, elle est intéressée par ce master plus tard, elle pourra tout simplement nous le dire et je pourrai répondre tout simplement à ces questions. Donc, pour ce qui est de mon parcours, j'ai commencé par faire une licence 2 du coup, à mon arrivée en France, à Nantes Université en sciences de la vie. Ensuite, j'ai fait une licence 3 en biologie cellulaire moléculaire. Euh, Déjà, moi, avant d'arriver en France, je ne pensais pas faire la bioinformatique. Alors qu'aujourd'hui, je suis en train de faire la bioinformatique et je m'y plais beaucoup. C'est pour dire que le parcours, il n'est pas tracé. Et le choix, en fait, de l'orientation, en fait, se fait en fonction des réalités du terrain et en fonction de comment vous voyez votre futur aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, en faisant ma licence, j'ai vu que le domaine de la biologie aujourd'hui commence vraiment, ne commence pas, mais est vraiment informatisé aujourd'hui avec toutes les nouvelles inventions, tous les développements, le séquençage et tout. Ce qui m'a amené aujourd'hui à m'orienter vers le parcours de bioinformatique, puisque j'aimais aussi vraiment l'informatique. Donc, c'était une passion pour moi. Je l'apprenais personnellement. Et j'ai trouvé par ce master une opportunité du coup d'allier biologie et informatique et de faire quelque chose qui m'intéresse. Donc en gros, le master de bioinformatique, c'est un master à Nantes. Le master bioinformatique, il est beaucoup plus informatique et biologie structurale. Donc, c'est beaucoup plus, voilà, codage, mais je ne le dis pas pour faire peur, seulement que euh, comme je le disais, moi personnellement, je faisais du codage à côté, mais plusieurs de mes camarades ne connaissaient rien en informatique, mais aujourd'hui, ils s'en sortent parce que le programme, il est fait, les professeurs sont là pour nous accompagner. Et en fait, il n'y a pas de raison à avoir peur à rentrer dans ce master. Et c'est un master aujourd'hui qui est en pleine expansion. Il y a plein de domaines, il y a plusieurs opportunités dans ce master aujourd'hui. Et c'est justement la raison pour laquelle moi, j'ai pu décrocher une alternance aujourd'hui. Et l'avantage aussi avec ce master est que vous avez la possibilité, en fait, lorsque vous finissez, de vous orienter non seulement directement dans le domaine de l'informatique, vous pouvez faire donc de la data science, du machine learning ou tout simplement faire de la biologie si vous êtes intéressé par la recherche. Pour ce qui est voilà, de mon bac, de comment j'ai décroché ce master, voilà, c'est exactement comme Béolis l'a dit, je me suis pris vraiment très tôt. Et moi, j'ai fait un pari. Le pari que j'ai fait, c'est de postuler uniquement en bioinformatique parce que je me disais que c'est vraiment ce que je veux faire. Du coup, j'ai postulé en bioinformatique dans toutes les universités aujourd'hui en France. J'ai pu avoir plusieurs admissions et j'ai choisi, voilà, ce qui m'intéressait. Et c'est pour vous dire que aujourd'hui, c'est avec juste, pas seulement de la volonté, mais en vous donnant les moyens, vous avez la possibilité, en fait, de faire ce que vous voulez faire. Aussi, ce qui a été très déterminant, je vais être très bref là-dessus, je pense, mes lettres de motivation et aussi mes entretiens que j'avais pour le master, puisque des universités proposent à la suite des entretiens après la première sélection. Et lors de l'entretien, tu as la possibilité de montrer vraiment que tu es intéressé par ça. Et ce que l'intervieweur veut de toi, c'est comprendre en fait que tu sais ce que tu veux faire.
déjà, si tu sais ce que tu veux faire et qu'ils voient que tu as un parcours, qu'il y a une raison derrière laquelle tu t'es orienté vers ce parcours, là, c'est déjà un 10 selon moi pour décrocher en fait ce master. Et pour ce qui est donc de la lettre de motivation aussi et du CV, parfois, en fait, on nous dit de faire, certains ont l'habitude de faire un seul CV pour toutes les candidatures. Et sur le seul CV, vous mettez, voilà, toutes vos compétences, toutes vos expériences. Aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est pas du tout important, en fait, de tout lister sur le CV parce que déjà, ça fait déjà une charge en plus pour celui qui va traiter votre dossier parce qu'il aura à lire tout ça. Et vous verrez qu'aujourd'hui, sur toutes les informations qu'on met sur le CV, en fait, il y a des informations qui n'ont pas leur place, qui ne sont pas du tout pertinentes pour le domaine dans lequel on s'oriente. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est tout simplement mettre l'accent sur voilà, les expériences que j'ai qui me permettront tout simplement, voilà, qui sont une plus-value aujourd'hui pour moi pour sécuriser ma place dans ce master. Et aussi la lettre de motivation qui aujourd'hui doit être, selon moi, personnalisée pour chaque offre, montre exactement voilà, ce que vous voulez faire et permet au recruteur tout simplement de faire son choix. Et c'est en fait en plus des notes qu'on a dans sa licence, puisque aujourd'hui, en fait, ce n'est pas seulement le fait d'avoir de bonnes moyennes qui permettent de décrocher un master, mais aussi sa motivation. Et la manière d'exprimer cette motivation, c'est passer par la lettre de motivation. Aussi, dans le chat, je vois qu'il y a Florias qui fait un master informatique. Et comme Béolis l'a dit, on recommande vraiment de postuler, de s'orienter en alternance aujourd'hui parce que non seulement ça permet d'avoir une expérience déjà sur le terrain, mais ça fait un plus de son dossier pour le recrutement après le master. Et en informatique, le master informatique aujourd'hui à Nantes, je n'ai pas trop cherché, mais je sais qu'il y a des parcours aujourd'hui qui sont proposés en alternance. Et pour décrocher déjà cette alternance en master 2, il faut commencer par déjà s'y prendre là maintenant. Comment moi j'ai fait pour avoir mon alternance? J'ai commencé par faire un stage. Donc, l'équipe dans laquelle je suis, c'est une équipe dans laquelle j'ai fait mon stage de Master 1. Et c'est à la suite de ce stage que j'ai pu décrocher cette alternance avec eux parce que, voilà, ils étaient satisfaits de ce que j'ai fait. Donc, en Master 1, c'est vrai que je ne sais pas pour tous les masters, mais je crois qu'en Master 1, on a un stage obligatoire. Donc, le conseil que moi j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas uniquement se focaliser sur sa ville pour chercher un stage, mais chercher en fait dans les villes alentours parce que voilà, on vient de loin et on ne peut pas tout simplement dire, voilà, puisque je suis à Nantes, je dois rester à Nantes, mais il faut augmenter ses chances en postulant dans plusieurs villes. Et lorsque vous avez un stage déjà, c'est déjà un premier pas pour bénéficier, pour gagner son alternance. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui ne proposent pas d'alternance, mais lorsque vous avez le stage, vous avez la possibilité en fait de créer le besoin auprès de ces entreprises et de leur montrer qu'ils ont besoin de vous. Et ce qui permet par la suite, et le truc en fait, c'est de vraiment discuter avec eux. Puisque moi, j'ai eu à discuter avec mon encadrant. Je lui ai montré que je suis très intéressé par ce qu'on faisait dans l'équipe. Et c'est juste comme ça qu'il m'a proposé l'alternance. En matière de charge de travail, c'est vrai que c'est un petit peu prenant par rapport au parcours classique. Mais moi, je pense que c'est un mal nécessaire puisque non seulement voilà, tu gagnes de l'expérience, mais tu apprends vraiment beaucoup et tu sécurises aussi ta place dans l'équipe par la suite. Je vous remercie déjà pour votre attention et si vous avez des questions, tout simplement, vous pouvez le laisser dans le chat ou plus tard dans le forum. Merci. Merci beaucoup, Fridolin. Merci pour ton intervention. Je pense maintenant c'est à Inoussa. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Tout d'abord, moi, je vous remercie pour cette opportunité de pouvoir partager mon expérience et concernant mon parcours en master. Tout d'abord, je suis en master 1 nutrition et sciences des aliments, parcours innovation en biotechnologie végétale, enzymatique et microbienne
à l'Université de Lille. J'ai fait une licence en sciences de la vie et parcours sciences de la vie, puis une licence 3 sciences de la vie, parcours sciences du végétal et sciences du végétal et de l'aliment à Nantes Université. Durant ma licence, ce sont les résultats qui m'ont permis d'avoir une admission en master 1 nutrition sciences des aliments. Les seuls conseils que moi je peux donner, c'est que dès le début du mois de janvier, j'ai fait corriger mon CV et ma lettre de motivation par les enseignants de la faculté, et aussi j'ai demandé des lettres de recommandation auprès des enseignants, comme Béolis l'a précisé. C'est afin d'améliorer la qualité de mon dossier. J'ai également, à l'ouverture de la plateforme de candidature, j'ai sélectionné toutes les universités, toutes les formations qui me paraissent intéressantes. Ensuite, j'ai pris le temps de faire le tri afin de retenir celles qui correspondaient réellement à ma formation et à mon projet professionnel. Et aussi, pour les conseils que je peux donner, n'attendez pas les derniers jours pour commencer les candidatures afin de préparer un document solide et bien structuré. En ce qui concerne mon master, nutrition et sciences des aliments, parcours innovation en biotechnologie végétale enzymatique, c'est un master bien chargé, bien chargé. Pour ceux qui sont intéressés par ce master, il doit avoir des connaissances en biotechnologie, en microbiologie et en biochimie. Les cours sont organisés, et nous avons beaucoup de cours magistraux et des TP et des PD. Et nous avons également des projets. On a des projets et ce n'est pas facile. Et pour finir, j'ai aussi un autre conseil, c'est d'anticiper les recherches de stage. D'anticiper les recherches de stage pour le master. Et l'insertion professionnelle pour mon master il y a de cela 15 ans, le chiffre est à 685. Pour l'instant, ils ont recruté 685. Pourtant, dans le master, dans la formation, on n'est que 10 dans la formation. Chaque année, 10 étudiants. Depuis 15 ans, ils ont recruté plus de 685 étudiants. Je pense que j'ai fini. Ouais. Mais aussi, Béolis avait parlé de certaines choses. Et elle a parlé que la plateforme, mon master, ça se fait à 0h. Ce n'est pas à 0h, c'est à 23h59. Précisément à 23h59. Ensuite, pour la recherche, elle a parlé également de la recherche et que c'est difficile pour les étudiants étrangers. Et moi, je vais le confirmer ici que moi, je veux faire une thèse en R&D, que c'est possible, que les enseignants même, ils nous encouragent à le faire. C'est pas que c'est difficile pour les étudiants étrangers. Si tu penses faire une thèse, il n'y a pas de souci. Je sais pas, peut-être c'est dans sa ville, mais que moi, ils nous encouragent à le faire. Merci. Merci beaucoup, Inoussa. Merci beaucoup pour ton retour. Je pense que là, on est à la fin. On vous remercie encore une fois d'avoir suivi. N'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est le temps d'échange. Vraiment, comme on le disait en intro, on souhaite quand même échanger, que vous puissiez poser vos questions. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner quand même parce que voilà, on a commencé tout doucement à être actif sur les réseaux et on planifie aussi pouvoir faire plus de temps d'échange et peut-être même plus d'activités physiques à l'avenir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc, les noms sont là. We Thrive Together ou Eddie Moaker France.
Donc, n'hésitez pas. Et je vais prendre une question de... qui a levé la main? Ingénieur 4.0. Vas-y. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Kerfa Lakanté. Je suis étudiant au Master 1 à l'Université Brest-Pain Sud de Lorient. Ok. Je me connais personnellement avec monsieur Baki Marega. Ok. Peut-être que je pouvais lui poser cette question-là en off, mais je voudrais faire profiter également les autres. À l'entame de son intervention, il a parlé d'anticipation. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me taraude un peu l'esprit, c'est un peu la prise de l'APS. L'APS, je crois, c'est l'autorisation de prolongation ou quelque chose comme ça qui permet aux étudiants qui viennent de terminer les études de chercher du travail et ainsi de suite. En fait, il y a deux groupes. Il y a certains qui font très attention, qui essaient de s'inscrire dans d'autres masters tout en continuant aussi à chercher du boulot. Il y en a d'autres qui partent directement prendre ce document-là. Moi, je voudrais demander au grand, comme il en a l'expérience, peut-être qu'il pourra nous en dire plus. Pour quelqu'un qui a fini les études, est-ce qu'il faut prendre directement l'APS ou bien c'est une très bonne astuce de s'inscrire dans un autre master en attendant de postuler et voir si on peut trouver du boulot ou pas. Parce que le marché de travail en France devient de plus en plus saturé, quoi. Ah oui, c'est sûr. C'était ça ma question. Bakary, c'est une question pour toi, je crois. Est-ce que Bakary est là? Hop. Je vois, il est peut-être pas là tout de suite. Allô? Ouais, Bakary? Oui, Est-ce que tu as pu entendre la question? oui, j'ai écouté, c'est la question de Kerfa là, c'est ça, Kerfa là. Ouais. Oui, exactement. Oui, oui, ben, j'ai écouté. Bon, vous m'excusez parce qu'entre-temps, je bouge tellement là. J'avais donné rendez-vous à certains amis à 15h30 là. Ça fait qu'on allait finir un peu plus tôt. Mais parce que cela me tient, c'est une très très bonne question déjà. Je pense que vous l'avez dit avec mon parcours, je félicite déjà les intervenants là pour le master déjà. Ça donne une sorte d'aperçu pour les nouveaux qui sont en licence 2, de mieux se préparer, en licence 2 et licence 3, de mieux se préparer et de choisir l'alternance. En toi, le salut en France, c'est l'alternance. L'alternance, ça te donne deux opportunités. Tu as 2 ans d'expérience derrière et puis tu es aussi dans un milieu professionnel qui te permet d'apprendre beaucoup de choses. Félicitations pour cette brillante intervention des 3 personnes qui sont déjà passées pour le master. Alors, revenons à la question de Kefala. Je pense que l'APS, pour beaucoup de gens, c'est une question qui reste en suspens et ça demande beaucoup de... C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, la question de l'emploi, surtout Kefala, il est ingénieur dans le bâtiment et tout, c'est un milieu un peu saturé. Moi, avant de prendre l'APS pour les jeunes, je le dirais toujours de faire 1 ou 2 masters, deux masters pour assurer leur polyvalence. Tu vois? Si tu as une polyvalence, l'APS, c'est le dernier ressort, quoi. Tu vois? C'est le dernier ressort. Quand tu prends l'APS, le risque de prendre l'APS, c'est 1 an. Une fois que l'APS est fini, c'est à un moment donné, tu es obligé de retourner chez toi. Aujourd'hui, je vous le dis, en connaissance d'école, les métiers de l'ingénierie dans le bâtiment, les ingénieurs de bâtiment et les informaticiens, ce sont des métiers aujourd'hui qui sont très en sous-tension, quoi, tu vois, parce qu'en gros, il n'y a plus de subventions, il n'y a plus de financement. À l'instant où je vous parle, je connais un étudiant qui vient de finir son master B en informatique. Et il se trouve aujourd'hui qu'il avait pris l'APS, son APS est fini. Et là, à l'heure actuelle où je vous parle, là, il est en situation comment on appelle, de sans-papier en France. Tu vois? Imagine 5 ans d'études
avec un diplôme en bac+5 et tu ne peux pas retourner chez toi parce qu'il n'y a pas de perspective d'emploi là-bas. Et là où tu es, c'est difficile. C'est là où je demande souvent aux étudiants de jouer dans l'imagination, tu vois, jouer votre imagination. Il faut être polyvalent, démultiplier vos chances de trouver d'autres. Si tu es ingénieur, je ne connais pas toutes les formations, mais si tu es ingénieur en BTP et tu as fait que bâtiment, tu peux voir aussi conducteur de travaux, être conducteur de travaux ou être sur d'autres filières qui te manquent pour être un ingénieur complet, quoi, avant d'arriver à l'APS. Moi, ce n'est pas en tout cas quelque chose que je conseillerais quelqu'un qui finit son master 2 pour aller prendre l'APS. C'est vraiment le dernier ressort. Et autre situation, autre exemple, si vous êtes en master 1, en master 2, et que vous voyez bien qu'il n'y a pas d'opportunité, il faut regarder aussi. Alors, je dis, si vous avez des opportunités dans votre pays, parce qu'on est venu ici pour aller apporter notre pierre angulaire à l'édifice, si vous avez des opportunités là-bas, il ne faut pas hésiter de les prendre, parce qu'aujourd'hui, les emplois se raréfient à France. C'est très, très rare aujourd'hui. Même si tu as des compétences, ça se raréfie. Ça devient très rare en France aujourd'hui. Si tu as des compétences à l'international en France, il ne faut pas hésiter de sauter sur l'occasion. À défaut, essayer de voir dans d'autres pays comme le Canada pour essayer de ne pas être pris au dépourvu et être dans une situation de sans-papier en France. Moi, c'est ce que je conseillerais aux jeunes. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, je crois que ça va. Le reste, je vais le fatiguer en inbox. Merci beaucoup. Ça marche, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, non. En tout cas, n'hésitez pas si jamais, de toute façon, l'intégralité de ce qu'on s'est dit là, aujourd'hui, ça va être disponible. Ah, il y a une question. OK. Vas-y. Vas-y, Adia. Ok, bonsoir, bonsoir Bonsoir. ici. Ouais. En fait, moi, ma question, c'est pour ceux qui font actuellement, c'est celle qui a fait le master en biologie santé. Ma Ah, question, Biolis. oui, ma question, c'est pour elle, en fait. Bah, du coup, moi, je me suis renseignée un peu sur le fait de la licence, parce que moi, déjà, j'avais déjà une licence au pays. Et du coup, quand j'ai postulé ici, ils m'ont demandé de faire d'abord la L2 avant de partir en L3. Parce que je venais fraîchement de terminer ma licence au pays. Bon, du coup, quand je suis venue, on a commencé les cours comme tout le monde. Ça n'a pas été facile, mais bon, ça commence à aller quand même. Du coup, euh, je me suis renseignée sur la licence SV. On me parlait souvent que quand tu finis la licence classique, c'est pas facile genre, tu fais directement un truc dans la recherche et moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop, en fait. Les choses de la recherche, en fait, je voulais pas trop. Donc, du coup, je me suis dit peut-être que, pourquoi pas ne pas faire un master en biologie santé. Mais du coup, j'ai peur parce que aussi, on me parle de la recherche après la licence. Et ça, je veux pas. Donc, je voulais qu'elle m'explique de plus sur le master de biologie santé et si réellement c'est juste de la recherche quand tu finis la licence. Et aussi, une dernière question. Est-ce que, par exemple, quand tu finis la licence 3, tu peux trouver de quoi faire avant de faire un master ou bien il faut directement postuler pour le master avant de finir? Donc, c'était ça ma question. OK, c'est bien noté. Toi, que c'est à Biolis? Allô? Il y a peut-être des petits soucis de connexion. Donc, je vais écrire pour savoir si elle... Ah, elle est là. Biolis, est-ce que tu as suivi la question?
Oui, oui, j'ai bien suivi. Bon, Ok. c'était mon micro. Ah, d'accord, ok. Ok, bah, j'ai suivi, elle a posé quand même pas mal de questions. Je vais commencer d'abord par la dernière, de savoir si après la licence générale en sciences de la vie, est-ce qu'on peut travailler directement? Alors, après une licence en sciences de la vie, est-ce que c'est à Nantes? La licence SVC c'est à Nantes? Oui, oui, c'est à Ok, Nantes. j'ai fait le même. Donc, après cette licence, tu peux exercer en tant que technicienne de laboratoire. Et ça, ça dépend du parcours que tu choisis plus tard. Parce que l'année prochaine, il faut choisir un parcours, soit biologie cellulaire et moléculaire, soit biologie et physiologie, en truc de physiologie, et ou choisir l'agronomie, le truc qui a rapport avec les plantes. Donc, pour parler de moi, j'ai choisi biologie cellulaire moléculaire parce que c'est ce qui me parlait le plus. Parce que là, moi, j'aime bien l'immunologie. Donc, il y a plein d'immunologie là-bas. C'est ce que je voulais. Tu peux travailler, mais je n'ai pas d'exemple concret d'étudiants étrangers qui exercent aujourd'hui en tant que technicien de laboratoire après cette licence. Mais je connais des Français. Je connais une fille qui a fait la même licence, mais elle n'a pas pu avoir le master qu'elle voulait. Mais elle travaille maintenant à Eurofin. Je ne sais pas si tu connais, c'est un laboratoire d'analyse et tout. Elle est technicienne de laboratoire là. Avec une licence, ta dénomination, c'est technicienne de laboratoire. Et ça, c'est une possibilité. Maintenant, parlant de la spécialisation, en fait, de la poursuite des études en master, et parlons du fait que je n'aime pas, par exemple, la recherche. C'est un peu mon cas. C'est pas que je n'aime pas la recherche. Je voulais faire de la recherche. Mais quand je me suis renseignée un peu, et en plus, il faut dire, il y a d'autres réalités aussi derrière qui faisaient que, à un moment donné, j'ai dit que je ne voulais plus faire de la recherche. Je ne voulais plus faire de la recherche. Et dans ce cas, une seule option se présentait à moi, c'était de faire de la biologie appliquée, soit des masters en biotechnologie. Donc, en biotechnologie, tu n'es pas obligé de faire de la recherche. Après ton master, tu peux aller travailler en tant qu'ingénieur. Et en biotechnologie, avec une licence sciences de la vie pure, tu peux aller travailler en tant qu'ingénieur dans les industries pharmaceutiques. Qu'est-ce qu'un ingénieur fait? Un ingénieur ne fait pas de la recherche, mais un ingénieur manipule toujours. Si c'est la paillasse que tu ne veux plus, si c'est manipulé comme moi, parce que auparavant, c'est comme toi, j'avais une licence au Bénin avant de venir ici et j'ai refait une licence. Je travaillais en tant que technicienne de laboratoire, donc j'étais full à la paillasse. Donc, si c'est cette paillasse que tu ne veux plus, donc être ingénieur, par exemple, après une licence en biotechnologie, ça sera un peu compliqué parce que ingénieur dans les industries pharmaceutiques ou tous les autres industries de biologie, santé, c'est vraiment de la manipulation. En fait, le chercheur, il a son idée, il sait ce qu'il fait, et toi, tu lui proposes un protocole pour atteindre son objectif. Et c'est toi qui l'aide à faire les manipulations. Parfois, il y a des entreprises qui ont des techniciens de laboratoire et toi, tu ne fais que proposer le protocole, la démarche expérimentale et l'autre manipule. Mais la plupart du temps, moi, par exemple, l'année dernière, j'ai fait un stage dans un laboratoire INSERM et les ingénieurs qui sont là manipulent. Il y a des techniciens qui manipulent, mais les ingénieurs manipulent. Ce qui fait que si tu vas faire un master en biotechnologie, tu vas manipuler en tant qu'ingénieur. Si tu vas faire un master en pharmaco, par exemple, tu vas manipuler aussi. Tu peux manipuler comme tu peux ne pas manipuler. C'est en cela que je dis qu'il faut définir dans sa tête ce qu'on veut. Et je suis très contente de savoir que tu sais clairement ce que tu veux aujourd'hui. Si ce n'est pas manipuler, moi, mon master, normalement, dans la sortie de mon master, tu n'es pas censé aller faire de la recherche. Quoi que tu peux faire. Tu peux faire de la recherche, mais c'est mon master, un master professionnalisant. C'est un master où tu vas faire pour la plupart du temps de la gestion de projets, mais des projets dans la recherche. Par exemple, je te donne un exemple. Moi, je suis dans la recherche clinique. Je ne sais pas si tu sais ce qu'on appelle recherche clinique. La recherche clinique, tout simplement, c'est tout ce qui va permettre peut-être à un chercheur X de mettre sa molécule sur le marché demain. Il doit aller vérifier si la molécule fonctionne ou pas.
Donc, c'est le professionnel de la recherche clinique, c'est la personne qui fait de la recherche clinique qui, maintenant, va aller lui proposer un protocole pour aller tester cette molécule-là. Moi, je travaille dans les dispositifs médicaux aujourd'hui, mais il y a de la recherche clinique aussi dans les médicaments qui se font un peu partout dans des institutions publiques comme privées où tu as deux choix. Soit tu fais de la recherche clinique sur le terrain, tu es à l'hôpital et tu recrutes des patients, tu leur dis, voilà, vous avez telle maladie, mais on a une solution qui vient bientôt. Est-ce que vous voulez participer à l'étude? Ou tu fais comme moi. Moi, je suis purement administrative. Je prépare tous les documents qui vont servir aux gens qui sont sur le terrain de travailler correctement sur le terrain. Et moi, je travaille dans le privé. Le privé, par exemple, son but, c'est de mettre son dispositif ou son médicament sur le marché. Par exemple, en termes de médicaments, on a par exemple Pfizer, on a Sanofi, on a de grandes entreprises comme ça. Et eux, ils veulent mettre le dispositif sur le marché. Donc, ils vont recruter des gens qui vont travailler, qui ont des capacités scientifiques. Parce que pour faire de la recherche clinique, il faut être de base scientifique. Sinon, si tu n'es pas scientifique, biologiste, tu ne peux pas comprendre ce que telle molécule peut faire sur telle partie du corps parce que tu vas devoir écrire, par exemple, les risques que quelqu'un qui prend ces médicaments en cours. Par exemple, quand on voit le paracétamol sur le marché ou le Doliprane que tout le monde prend ici, vous avez vu, il y a une longue fiche dedans, la notice que personne ne lit d'ailleurs. Ça, c'est des chercheurs c'est des gens qui ont travaillé pour que on récolte des données pour dire que les effets secondaires sont ça, les bénéfices sont... Et derrière, c'est des gens qui travaillent en recherche clinique, qui organisent tout ça. Donc, tu as le monitoring comme ce que moi je fais. Je suis du côté sponsor, je suis du côté vraiment de l'entreprise et lui va recruter des hôpitaux, des gens qui vont faire. Donc, tu as plein de métiers. La recherche clinique, tu peux faire des recherches sur Internet, voir de la recherche clinique. Si tu fais de la biologie, tu ne peux pas faire de la recherche fondamentale, tu peux faire de la recherche clinique. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est un peu mon master qui fait un peu truc là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Donc, il faut dire que je ne fais pas de la recherche, mais je suis en biologie. Mais biologie santé, c'est souvent, très, très souvent, de la recherche clinique, c'est de la biotechnologie, c'est vraiment des choses comme ça. Ce n'est pas de la recherche fondamentale. Est-ce que j'ai apporté toutes les réponses? Oui, je crois que c'est bon. Ça va. Ok. Du coup, si tu es intéressé par comment on appelle, mon master, je peux t'en parler plus. Je me permets, Florian, de mettre un mail dans le chat. Ouais, vas-y, ouais, bien sûr. Et ce qui est bien avec mon master, le master 2 en alternance, donc tu auras l'opportunité de travailler dans un environnement professionnel. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Par exemple, cette année, nous, on est 20, on est 18 à être en alternance. Ok, et s'il n'y a plus de questions, le dernier point, c'est vraiment un point bonus, pour ceux qui sont à Nantes et qui prévoient travailler pendant l'été, avec la plupart de ceux qui sont ici, en tout cas, on a travaillé dans une entreprise. C'est une entreprise qui nous connaît et on propose chaque année des étudiants pour travailler avec eux. À coup sûr, pour la plupart du temps, ils acceptent. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent toujours m'envoyer un mail et on va faire votre CV ensemble et envoyer à l'entreprise. Ils vont vous contacter. Si vous souhaitez travailler, ce n'est pas obligatoire. C'est une entreprise qui fait du ménage. C'est pas que je ne veux pas dire que c'est pas difficile. La difficulté, c'est chacun qui tout là. Mais si moi, Béolis, j'ai pu le faire, vous pouvez le faire parce que je suis une très grosse paresseuse. Donc, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. C'est des nettoyages dans des bureaux, c'est pas quelque chose de... Et c'est très simple. Et tu prends ton 35 heures pendant les vacances, tu as quand même de quoi faire, quand même, de se faire de l'argent quand même pendant les vacances, si vous êtes intéressé. Ça marche. Merci beaucoup pour ce bon plan qu'on n'aurait pas su si jamais tu n'en avais pas parlé. Donc, hyper utile. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Et encore une fois, je pense que si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à envoyer les messages directs, soit par mail ou sur les réseaux sociaux qu'on a présentés là.
Merci à tout le monde. Je crois qu'on va s'en arrêter là parce que le temps, on est juste dans les temps là. Donc, merci à tous. Merci à Bakary. Merci à Béolis Fridolin. Merci à Inoussa. Et merci à vous tous qui avez dédié votre temps pour ce webinaire-là. On va s'arranger pour que de telles initiatives, en tout cas, perdurent et qu'on puisse les faire assez fréquemment. Donc, voilà, je vous souhaite Ah, il y a quelqu'un qui se connecte ou pas? Je vous souhaite une belle soirée. Portez-vous bien et puis on reste en contact sur les réseaux sociaux.